Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours sur la tension alternative sinusoïdale. On va voir dans un premier temps comment est-ce qu'on fait pour produire une telle tension et un tel courant alternatif. Ensuite on étudiera les différentes tensions qu'il existe en courant alternatif. On passera enfin à l'étude de la période, la fréquence, la pulsation. On étudiera les décalages qui peuvent exister entre différentes tensions. Et on terminera enfin par l'étude et le transport du courant alternatif sous haute tension. Alors, pour produire un courant alternatif, c'est très simple. Il suffit d'avoir une bobine de fil de cuivre. Ici, c'est une bobine de 1200 enroulements de fil de cuivre. Cette bobine de cuivre, je vais la relier à un appareil qu'on appelle un galvanomètre. Un galvanomètre, c'est un ampéromètre qui mesure des tout petits courants. Donc, quand le courant ne circule pas, vous voyez, l'aiguille est placée au centre. Alors, pour produire un courant alternatif, c'est très simple. Je vais utiliser un aimant. Et l'aimant, je vais le rapprocher de cette bobine. Donc quand je rapproche l'aimant de la bobine, vous pouvez constater que l'aiguille du galvanomètre, elle se déplace vers la droite. Quand je retire l'aimant, l'aiguille, elle se décale vers la gauche. Quand j'approche, vers la droite. Quand je retire, vers la gauche. L'avantage du galvanomètre, c'est qu'il nous précise aussi le sens du courant dans la bobine. Quand l'aiguille se déplace vers la droite, ça veut dire que le courant tourne dans le sens positif. Quand l'aiguille se déplace vers la gauche, ça veut dire que le courant tourne dans le sens négatif. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Alors, je peux obtenir la même chose en prenant l'aimant et en le faisant tourner devant la bobine. Et on remarque que l'aiguille du galvanomètre, elle oscille, elle bouge de gauche à droite. C'est comme ça qu'en fait qu'EDF produit le courant alternatif, par exemple dans les usines hydroélectriques, dans les barrages hydroélectriques. Sur la turbine, on a fixé des gros aimants, pour simplifier, et ces aimants, ils tournent devant des bobines, et ça produit, comme ici, un courant alternatif. Alors, première partie, production d'une tension alternative. On va donc représenter un aimant qui tourne devant une bobine. La bobine, elle est reliée à un galvanomètre. Et devant la bobine, on fait tourner un aimant. Galvanomètre. Donc on fait tourner un aimant devant une bobine. L'aiguille du galvanomètre bouge de gauche à droite. Le courant change de sens périodiquement. Et un courant qui change de sens périodiquement, c'est ce qu'on appelle un courant alternatif. Il y a donc création d'une tension alternative aux bornes de la bobine, puisque dès qu'on a un courant alternatif, en même temps, il y a une tension alternative. Le courant étant en ampères et la tension étant en volts. Il y a donc création d'une tension alternative aux bornes de la bobine. Alors on peut aussi visualiser la tension aux bornes de la bobine en utilisant cet appareil qui est un oscilloscope. Un oscilloscope, ça mesure uniquement des tensions en volts. Ça ne mesure pas une intensité en ampères, que des tensions. Donc vous voyez, pour l'instant, on a un point vert qui se trouve au centre de l'écran, qui est sur l'axe des abscisses. Je peux régler la hauteur pour voilà, je le place bien au centre. Donc pour l'instant, ça indique une tension de 0 volts aux bornes de la bobine. Je vais approcher l'aimant. Et on remarque que quand j'approche l'aimant, quand je bouge l'aimant devant la bobine, on a le point vert qui monte et qui descend. Ça indique un coup qu'il y a une tension positive aux bornes de la bobine et puis un coup une tension négative aux bornes de la bobine. Pareil, je peux tourner l'aimant devant et on a le point vert qui monte et qui descend. Donc c'est un coup une tension positive, un coup une tension négative. Une tension positive puis négative, c'est ce qu'on appelle une tension alternative. Alors, au lieu de s'embêter à bouger un aimant devant la bobine, on peut utiliser cet appareil. C'est un générateur basse fréquence. En fait, lui-même,
il va créer un coup une tension positive, puis une tension négative, et donc on a le point vert tout seul qui monte et qui descend sur l'oscillo. Alors si j'accélère la variation entre la tension positive puis tension négative, qu'est-ce que l'on observe? Alors, je change la sensibilité, hop. On s'aperçoit que le point vert il bouge de plus en plus vite, et au bout d'un certain moment, le point vert va tellement rapidement qu'en fait il y a une persistance sur l'écran et on obtient un trait vertical. C'est toujours le même point vert qui monte et qui descend, mais c'est tellement rapide qu'on voit un trait vertical apparaître. Alors jusqu'à présent, le point vert, je ne l'ai pas déplacé dans le temps. Vous voyez, il bouge sur place. Si maintenant, en plus, je le déplace dans le temps, on s'aperçoit que le point vert, il monte et il descend, mais il se déplace sur l'axe des X correspondant au temps écoulé. Donc si j'accélère, voilà, je le fais aller de plus en plus vite, je vais accélérer un petit peu le temps, on s'aperçoit qu'il commence à apparaître une courbe sur l'écran. Alors je vais accélérer encore. Voilà. Donc on s'aperçoit que l'on obtient une courbe sinusoïdale, tout simplement parce que lorsqu'on représente la fonction sinus avec x exprimé en radian, on obtient cette courbe sinusoïdale. Alors maintenant que nous venons de voir comment on crée un courant alternatif, on visualise cela à l'aide d'un oscilloscope. On a donc pris un générateur basse fréquence, un GBF, et on l'a relié à un oscilloscope. Et on observe un point vert sur l'écran qui monte et qui descend. Donc l'oscilloscope, on a dit que c'était un appareil qui mesurait uniquement des tensions. Un point vert sur l'écran monte et descend. Il indique la valeur de la tension aux bornes du GBF, générateur basse fréquence. Et comme la tension est un coup positif puis un coup négatif, c'est ce qu'on appelle une tension alternative. Et lorsqu'on déplace la position du point vert dans le temps, on a obtenu une courbe sinusoïdale. Alors passons à présent à l'étude de la tension maximale et de la tension efficace. Pour comprendre la différence entre ces deux tensions, on va réaliser le montage suivant. Donc on prend un générateur de 6 volts en courant alternatif qu'on relie à une ampoule. Cette ampoule, on va la relier à un oscillo et on va donc étudier la tension alternative aux bornes de cette ampoule. Donc j'ai un générateur ici de tension alternative qui est relié en série avec une résistance et une ampoule. Je vous propose qu'à l'aide de l'oscillo, on vienne mesurer la tension aux bornes de l'ampoule. Donc l'oscillo, je vais le relier de chaque côté à l'ampoule. Alors je vais régler un petit peu, hop, et nous obtenons ici donc la tension aux bornes de l'ampoule. On voit qu'on n'a pas une courbe sinusoïdale parfaite, tout simplement parce qu'ici il y a des problèmes de connexion, il y a toujours des erreurs sur l'écran de l'oscillo. À l'oscillo, on pourra uniquement déterminer ce qu'on appelle la tension maximale. La tension maximale, ça sera la tension au sommet de la courbe. Pour lire sa valeur, c'est très simple, il suffit de compter le nombre de carreaux que l'on a par rapport à l'axe des X verticalement. Donc là, je suis sur l'axe des abscisses, l'axe des X, et je monte de 1, 2 carreaux pour aller au sommet. Ensuite, il suffit de lire la valeur de la sensibilité verticale sur l'oscillo. Ici, vous voyez, c'est en volts. Et là, j'ai 5 volts par carreau. Donc, je monte de 5 volts et encore 5 volts. Donc 5 volts fois 2 carreaux, ça fait 10 volts au maximum. Sur l'oscillo, j'ai donc Umax qui est égal à 10 volts. Je vous propose maintenant de mesurer la tension
aux bandes de l'ampoule avec un voltmètre. Alors, je le mets en volt, en alternatif. On a vu qu'avec l'oscillo, on a une tension maximale de 10 volts. On s'aperçoit que sur le multimètre, sur le voltmètre, on a seulement une tension de 7,30 volts. Donc il y a une tension entre l'oscillo et le voltmètre, on a deux tensions différentes. Tout simplement parce que cette tension mesurée par le voltmètre, ce n'est pas une tension maximale, mais c'est ce qu'on appelle une tension efficace. Alors on va essayer de voir à quoi ça correspond. Alors pour comprendre ce qu'on appelle une tension efficace, je vous propose de réaliser juste à côté, avec une ampoule identique, un montage. Vous voyez, j'ai pris un générateur relié à une ampoule. Par contre, c'est un générateur de tension continue. C'est-à-dire que le courant va uniquement de la borne plus vers la borne moins. Alors qu'ici, on est en courant alternatif, le courant change de sens régulièrement. Et je vais allumer cette ampoule de telle manière que cette ampoule, elle brille avec la même efficacité que l'autre ampoule qui est derrière. Donc je mets en marche, hop, et vous voyez, je peux faire varier la valeur de l'intensité. Alors, je vais arrêter d'augmenter donc la valeur de la tension quand l'ampoule brille avec la même efficacité. Voilà, là vous voyez, elle brille de la même manière. L'avantage de cet appareil, c'est qu'il nous indique aussi directement la tension aux bandes de l'ampoule. La tension, elle est donnée ici, j'ai une tension de 7,3 volts en courant continu, et on remarque avec le voltmètre ici, j'ai une tension de 7,34 volts. Donc on remarque que ces deux tensions sont quasiment identiques. Ça nous indique tout simplement que la tension efficace mesurée avec le voltmètre en courant alternatif, eh bien c'est la tension qu'il faut fournir à cette ampoule pour qu'elle brille avec la même efficacité que si on l'allumait avec une tension continue, avec un courant continu. Ça nous permet de comparer le courant alternatif au courant continu. Vous voyez, les deux ampoules brillent avec la même efficacité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un voltmètre, on mesurera toujours une tension efficace, et avec un oscillo, on mesurera toujours une tension maximale. Et on détermine Umax égale 10 volts. Quand on met par la suite un voltmètre aux bandes de l'ampoule, on s'aperçoit que la tension est différente. C'est la tension efficace que l'on détermine, et on a lu U efficace égale 7 volts. Comparativement, si on installe à côté un générateur de tension continue, on s'aperçoit que cette ampoule, pour qu'elle brille avec la même efficacité qu'en courant alternatif, on doit avoir une tension mesurée de 7 volts. Et on remarque que la tension efficace en courant alternatif est égale à la tension continue. Donc à l'oscilloscope, on détermine la tension maximale, Umax. Alors pour pouvoir calculer cette tension maximale, eh bien Umax, il suffira de compter le nombre de carreaux qu'on a entre l'axe des abscisses et le sommet. Donc nombre de carreaux multiplié par la sensibilité verticale. Sensibilité verticale. Donc dans ce cas-là, pour aller de l'axe des abscisses jusqu'au maximum, on voit que l'on a 2 carreaux. Et imaginons, on a une sensibilité verticale de 3 volts par division. Dans ce cas-là, ça nous ferait 2 carreaux fois 3 volts, ce qui nous ferait une tension maximale de 6 volts par exemple. Alors on va pouvoir comparer Umax et U efficace. Nous avons trouvé Umax égale 10 volts. On a trouvé U efficace égale 7,3 volts. Alors si on fait Umax sur U efficace, ça fait donc 10 volts sur 7,3 volts. Alors je prends la calculatrice. 10 divisé par 7,3, ça fait 1,40.
Et si on calcule à sa calculatrice racine de 2, ça fait 1,41. On remarque que ce nombre et ce nombre, c'est quasiment le même. On va donc pouvoir avoir une relation entre U efficace, U max et racine de 2. On obtient donc la formule U efficace, ça sera toujours U max sur racine de 2. Ça, par cœur. Les tensions, bien entendu, sont toujours exprimées en volts. Donc le voltmètre nous donne la valeur efficace de la tension, que l'on note U efficace. La tension alternative efficace d'une ampoule est égale à la tension continue de cette ampoule éclairant avec la même efficacité. On obtient donc la formule suivante, U efficace, ça sera toujours U max sur racine de 2. Les tensions, bien sûr, sont en volts. Alors, une remarque importante, attention, dans les livres ou dans les exercices, si il est noté grand U, ça sous-entend U efficace. Sinon, il est toujours écrit U max à côté de la tension maximale. Donc si on a un U sans précision, ça sous-entend que c'est efficace, tout simplement. On va donc maintenant définir ce qu'on appelle la période, la fréquence et la pulsation. Si nous reprenons la courbe sinusoïdale obtenue, on s'aperçoit qu'il y a un motif qui va se répéter. Alors ce motif, je peux le représenter par exemple en jaune, vous voyez. On s'aperçoit que ce motif, si je le répète, on obtient la courbe, vous voyez. Si je représente le motif et puis je répète à nouveau, j'obtiens la courbe sinusoïdale. Alors ce n'est pas le seul et unique motif qui se répète. On peut en avoir d'autres qu'on repère facilement. Je peux très bien partir du sommet et aller jusqu'au sommet. Ce motif, si on le répète, vous voyez, je vais du sommet au sommet, je le répète, j'obtiens à nouveau la courbe sinusoïdale. On a un troisième cas aussi qui est facile à repérer, c'est d'aller du minimum au minimum, et je le répète, et du minimum au minimum, et j'obtiens encore la courbe. Alors, on a une infinité de possibilités supplémentaires. Je peux très bien aller de ce niveau-là, je fais un motif qui se répète, mais on en retiendra 3, c'est d'ici à ici, du sommet au sommet, ou du minimum au minimum, pour repérer le cycle qui se répète. Et d'ailleurs, le symbole du courant alternatif, c'est une petite vague. Ça vient tout simplement de ce motif qui se répète sur la courbe sinusoïdale. Donc périodiquement, on a vu que le cycle qui se répète, c'est la petite vague. On appelle donc période la durée d'un cycle. La période, on va la noter T majuscule et elle s'exprimera en secondes puisque c'est un temps. Pour calculer la période, c'est très simple. On va compter le nombre de carreaux qu'on a sur l'axe des X correspondant à un cycle. Donc nombre de carreaux multiplié par la vitesse de balayage Alors par exemple, ici, si je prends un cycle, j'ai 1, 2, 3,5 carreaux. Alors prenons une vitesse de balayage de 5 millisecondes par division. Donc 3,5 carreaux fois 5 millisecondes. Alors 5 millisecondes, il faut bien sûr les convertir en secondes. Ça fait 0,005 secondes. Millisecondes, centisecondes, secondes. Ce qui nous donne, ça fait 0,0175
secondes. Voilà par exemple une application pour ce schéma. Ensuite, on appelle fréquence le nombre de cycles par seconde. La fréquence, elle se note F minuscule et elle s'exprime en Hertz. Le symbole des Hertz, c'est Hz. Et pour calculer la fréquence, c'est tout simplement 1 divisé par la période étant en secondes et la fréquence en Hertz. Enfin, la pulsation est notée oméga et elle s'exprime en radians par seconde. Donc si on veut calculer cette pulsation, c'est tout simplement 2π fois la fréquence ou 2π sur la période, c'est la même chose. Ensuite, on va étudier le déphasage qui peut exister entre deux tensions. On va donc faire le montage suivant. On prend un générateur de tension alternative, un interrupteur, l'interrupteur K. On relie ça. Alors d'un côté, à une résistance grand R, en série avec une lampe ou une ampoule L1. Ici, on a en série une bobine et une ampoule L2. Avec L1 et L2 identiques, et on suppose que la résistance de la bobine et la résistance ici sont exactement les mêmes. J'ai réalisé un montage en dérivation, c'est-à-dire que le courant il arrive, il passe dans cette ampoule, ensuite il va dans une résistance et puis ça revient au générateur, et le courant il arrive et puis si on se met en dérivation, il passe dans la même ampoule qui est identique que celle-ci. Par contre ici c'est relié à une bobine et je retourne au générateur. Et j'ai mis cette résistance de telle sorte à ce que la résistance de la bobine et la résistance ici aient exactement les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on a une résistance de 19 ohms pour la bobine et j'ai une résistance ici de 19 ohms. C'est-à-dire que la résistance dans chaque branche, elle est identique. J'ai deux ampoules identiques et j'ai globalement deux résistances identiques. C'est-à-dire que le courant, quand il arrive, il va se partager exactement de la même manière pour passer dans cette branche ou dans cette branche. Alors, ce qu'il va falloir regarder, c'est les deux ampoules qui sont ici. Lorsque j'allume l'interrupteur, lorsque je fais passer le courant, lorsque je ferme l'interrupteur, voir finalement si les ampoules s'allument en même temps. Donc, je fais passer le courant. Donc, j'éteins, je recommence pour bien voir. J'éteins, je recommence. On s'aperçoit qu'il y a un décalage. Cette ampoule s'allume avant celle-ci. Je refais une dernière fois, je rallume, on voit bien que cette ampoule s'allume avant celle-ci. Ça veut dire qu'il va y avoir des décalages entre les tensions. C'est-à-dire que il y a la tension aux bandes de cette ampoule, elle arrive avant la tension aux bandes de cette ampoule. C'est-à-dire que le courant arrive avant ici et ensuite ici. Il y a un décalage. De la même manière, maintenant, lorsque j'ouvre l'interrupteur, lorsque j'arrête de faire passer le courant, on peut remarquer qu'il y a aussi un mini décalage. Alors celui-ci est plus difficile à voir. Donc j'ouvre l'interrupteur, je recommence, j'ouvre l'interrupteur, je recommence. On s'aperçoit que lorsqu'on j'ouvre l'interrupteur, cette ampoule s'éteint avant celle-ci. Mais le décalage est beaucoup plus faible à voir. Donc je recommence une dernière fois. Encore. On voit bien que cette ampoule s'éteint après celle-ci. Donc ça nous montre encore que lorsqu'on introduit des bobines dans un circuit, il va y avoir des décalages qui se créent. Alors l'explication, c'est dû à la bobine qui est là. Les bobines, ça n'aime pas les changements. Ça va toujours s'opposer au changement de courant. C'est-à-dire que lorsque je fais passer le courant, au départ, il n'y avait pas de courant. Le courant arrive. Donc dans cette branche et dans cette branche. La bobine, elle voit un courant qui arrive, elle n'aime pas les changements, elle va donc créer un courant induit qui s'oppose à l'arrivée de ce courant, c'est-à-dire un courant qui va dans l'autre sens. Du coup, le courant a plus de mal à arriver dans cette ampoule.
C'est pour ça que cette ampoule va s'allumer après celle-ci. Mais la bobine, elle va créer un courant induit pendant un laps de temps, pendant un temps très très court. C'est pour ça qu'au bout de quelques millisecondes, elle arrête de créer ce courant induit dans l'autre qui s'oppose, et donc l'ampoule peut s'allumer. C'est la même chose quand j'ouvre l'interrupteur. La bobine, elle n'aime pas les changements. Donc vu qu'il y avait un courant qui arrivait dans cette ampoule, lorsque j'ouvre l'interrupteur pour arrêter de faire circuler le courant, eh bien la bobine, pendant un temps très court, elle va créer un courant induit pour faire arriver un courant comme précédemment lorsque l'ampoule était allumée. Et c'est pour ça que cette ampoule, elle va avoir un courant un peu plus long que cette ampoule ici. C'est pour ça qu'elle s'éteint après. C'est dû aux bobines qui va créer, ces bobines, elles vont créer des décalages entre les tensions et les intensités. Alors on remarque, après avoir vu l'expérience, que lorsqu'on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire que lorsque le courant arrive, eh bien l'ampoule L2 s'allume après l'ampoule L1. Et au contraire, quand on ouvre l'interrupteur, quand on arrête de faire circuler le courant, eh bien l'ampoule L2, elle s'éteint après L1. Et bien maintenant qu'on a vu qu'il existe des décalages entre les tensions, on va visualiser cela sur l'oscillo. Donc on réalise un nouveau montage. On prend un générateur de tension alternative sur lequel on va mettre en série une bobine et une résistance. On a un générateur qui est relié ici à une bobine. La bobine, elle est reliée à une petite résistance variable. Et la résistance, elle est reliée de nouveau au générateur. Je vous propose donc d'étudier le décalage qui va exister entre la tension de la résistance et puis la tension aux bandes de l'ensemble. Pour cela, je vais utiliser donc un oscilloscope. Vous voyez que celui-ci, c'est un oscilloscope un peu plus récent, c'est pour ça qu'il est miniaturisé. Alors, quand on fait les branchements, vous voyez qu'il va y avoir deux fils rouges. Quand on mesure une tension, on mesure toujours une tension entre un fil rouge et le fil noir. Le fil noir, c'est ce qu'on appelle la masse, c'est la référence, ça correspond au niveau 0 volt. Et donc on mesurera toujours une tension entre la sortie et la masse. Donc la masse, je vais la placer entre le générateur et la résistance. Et puis cette première sortie, cette voie numéro 1, je vais la placer juste après la résistance. Donc entre cette masse et la résistance, je vais mesurer la tension aux bandes de la résistance, puisqu'il n'y a que la résistance. Ensuite, cette deuxième sortie, c'est la voie numéro 2, je vais la placer après la bobine. C'est-à-dire entre la bobine et le générateur. Juste après. Donc, entre la masse qui est ici et la sortie Y2, entre les deux, j'ai la résistance plus la bobine. Ça correspond donc à la tension totale du circuit, c'est-à-dire la tension du générateur. Donc en voie numéro 1 ici, je mesure la tension de la résistance. En voie numéro 2, la tension totale, c'est-à-dire la tension du générateur. Alors, pour les branchements sur l'oscillo, on place la masse avant la résistance, donc ça c'est le symbole de la masse. Ça correspond au fil noir, c'est-à-dire c'est la référence, le niveau 0 volt. La première sortie, c'est la voie Y1, ou la voie 1. Elle va mesurer la tension entre la sortie et la masse. Donc ici, on va mesurer la tension de la résistance, c'est la tension UR. Et puis la voie Y2, ça sera la tension mesurée entre cette sortie et la masse. C'est donc la tension totale, ou bien la tension du générateur. Cette tension ou cette tension, c'est la même. Donc ça sera la tension du générateur, U générateur. On a vu donc qu'en observant sur l'oscillo, les tensions étaient décalées. La tension, on a vu que la tension du générateur était en avance par rapport à la tension de la résistance. Donc la grande courbe, c'est U générateur, et la petite, c'est U de la résistance. Donc on peut noter que U générateur est en avance par rapport à U de la résistance, tout simplement parce qu'elle a son sommet en premier. Car elle a son sommet en premier.
En premier, c'est comme dans un livre, on regarde, on lit de la gauche vers la droite, donc la courbe qui a son sommet en premier, c'est celle qui est en avance. On compare toujours les deux sommets les plus proches, on ne peut pas comparer ce sommet et ce sommet, ils sont trop éloignés. Donc cette courbe par rapport à celle-ci, celle-ci est en avance par rapport à celle-ci. Donc on remarque que les courbes des tensions UR et UG sont décalées. On dit alors qu'elles ne sont pas en phase. Comme les courbes ne sont pas en phase, on va calculer le déphasage. Il va être noté phi. Phi, c'est une lettre grecque. Et il s'exprime en radians. Si on a une ligne d'écriture, phi, ça se fait comme ça. Contrairement à la masse volumique, ρ, qui se fait sur la ligne d'écriture. Phi, ça sera comme ça. Donc si on veut calculer ce déphasage, pour le calculer, on fera 2π fois taux sur la période grand T. Alors, taux, c'est ce qu'on va appeler le décalage horaire. Pour calculer le décalage horaire taux, en fait, il va falloir calculer le nombre de carreaux de décalage qu'il y a entre les deux courbes. Donc on va regarder par exemple le nombre de décalages qu'il y a entre les deux sommets. Ça, c'est ce qu'on va appeler le décalage horaire taux. On retrouve ce décalage de la même manière entre les deux minimums, taux. Ou bien, on va retrouver ce décalage entre les deux courbes ici, sur l'axe des X. On retrouve taux ici, entre les deux sommets. Ce nombre de carreaux se compte sur l'axe des X. On ne compte pas le nombre de décalages entre ici et ici, ça n'a rien à voir. C'est vraiment sur l'axe des X, ici et ici. Donc pour déterminer ce décalage horaire, taux, c'est comme un 2 à l'envers, il faut regarder la vitesse de balayage sur l'oscilloscope, en secondes par division. Donc pour calculer taux, on comptera le nombre de carreaux, multiplié par la vitesse de balayage. C'est exactement la même formule que pour la période, sauf que le nombre de carreaux, c'est le nombre de carreaux de décalage, alors que pour une période, c'est le nombre de carreaux qu'on compte pour avoir un cycle complet. On va donc parler maintenant du transport de l'énergie électrique. Alors cette énergie électrique, si on l'a transportée sous du 220 volts, en fait, au bout de plusieurs centaines de kilomètres, vu que les fils ont quand même une résistance, au bout de plusieurs centaines de kilomètres, eh bien, il ne resterait plus grand-chose au niveau de tension et de l'intensité, donc les ampoules auraient du mal à s'allumer. Vous voyez ? Ici, donc, j'ai un générateur qui est relié à cette ampoule et à une résistance. Le générateur, ça représente par exemple la centrale hydroélectrique, par exemple le barrage de Grand Maison qui se trouve dans l'Oisans. Ici, cette résistance, ça représente les centaines de kilomètres de fils électriques. Et puis ici, nous avons un utilisateur qui se trouve, par exemple, dans le Massif central. Et bien, au bout de plusieurs centaines de kilomètres, vous voyez, l'ampoule, elle s'allume très faiblement. Il y a eu énormément de pertes en ligne à cause de la résistance des fils qui est importante. Donc l'astuce, ça va être de transporter l'énergie électrique sous haute tension. Pour pouvoir transporter l'énergie électrique sous haute tension, on va utiliser ces appareils. Ça s'appelle des transformateurs. En fait, c'est constitué de deux bobines. Alors, elles sont complètement indépendantes. Il n'y a pas de fil électrique qui les relie les unes des autres. Et en fait, dans ces bobines, on va faire passer un noyau de fer doux. Vous voyez ? Elles sont tout simplement placées sur un noyau de fer doux. C'est tout simplement de l'acier, des plaques d'acier reliées les unes aux autres. Ce qui va permettre de bien canaliser le champ magnétique, puisque dès qu'on fait passer un courant dans une bobine, ça crée un champ magnétique. C'est de la même nature que le champ magnétique créé par un aimant. Et ce champ magnétique va tout simplement tourner d'une bobine à l'autre dans le transformateur. Donc je ne rentre pas plus en détail pour ces champs magnétiques, c'est pas très important. Donc en sortie du générateur, je vais utiliser un premier transformateur qui va me permettre d'augmenter la tension. Pour augmenter la tension, je vais passer de 200 spires, c'est marqué ici, à 1200 spires en sortie.
On va vérifier. Là, je peux montrer. Alors, on vérifie. Grâce au premier transformateur, je vais passer de 12 volts sur la première bobine à 69 volts en sortie du transformateur. Donc ensuite, je viens placer la résistance, c'est la même résistance que tout à l'heure, ça représente les centaines de kilomètres de fil électrique. Donc je relie le transfo à la résistance, et de la sortie à la résistance, je vais à l'autre transfo, et je vais faire exactement l'opération inverse. Ici, j'ai augmenté les spires pour augmenter la tension, et bien là, je vais faire l'inverse. Je vais passer donc de 1200 spires, alors faut pas que je me trompe, 1200 spires, à 200 spires. Alors, j'allume. On voit à présent que l'ampoule brille correctement, tout simplement parce qu'en transportant l'énergie électrique sous haute tension, il y a beaucoup moins de pertes en ligne, et donc en sortie, l'utilisateur, même s'il se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de la centrale de production, il reçoit une tension et une intensité suffisantes pour faire fonctionner son matériel électrique. C'est pour ça qu'en France, le courant électrique, on le transporte dans les lignes à très haute tension, c'est du 400 000 volts. Alors, dernière partie, on va étudier le transport de l'énergie électrique sous haute tension. Alors, pour simuler ce transport, de la centrale jusqu'aux nos habitations, on prend un générateur de 12 volts, et puis on met une résistance relativement importante et on relie ça à une ampoule. Cette résistance, elle représente les centaines de kilomètres entre le lieu de production et l'habitation, et on s'aperçoit qu'au bout de plusieurs centaines de kilomètres, l'ampoule elle brille vraiment au minimum. Il y a énormément de pertes en ligne. Donc l'ampoule brille très faiblement à cause des pertes d'énergie électrique on transporte, donc la solution ça va être de transporter l'énergie électrique sous haute tension grâce à des transformateurs. On reprend donc le même générateur de 12 volts. On utilise un premier transformateur qui va augmenter la tension de 12 volts à 70 volts. Je replace la même résistance ici. Et ensuite, on va utiliser un deuxième transformateur qui va baisser la tension de 70 volts à 12 volts. On remet la même ampoule. Et là, on s'aperçoit que cette ampoule, elle brille intensément. Donc en effet, lors du transport de l'énergie électrique dans les lignes électriques, il y a des pertes proportionnelles à l'intensité au carré. Pour diminuer grand I, il faut donc augmenter grand U, d'où le transport de l'énergie électrique sous haute tension. Plus on augmente la tension, plus l'intensité diminue, et donc plus les pertes par effet Joule, c'est-à-dire par échauffement des fils électriques, diminuent. Et c'est comme ça, c'est pour cela qu'on augmente la tension.